Merci, je crois qu'on va reprendre la suite. Donc après avoir écouté attentivement et avoir eu une présentation de nos chercheurs, on va passer maintenant aux experts. Mais ils auront aussi la difficulté, la difficile tâche de le faire en 10 minutes maximum. Donc, Hamid, du Centre informatique de l'Université. Alors, bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Hamid Hussein Khan. Je travaille au Centre informatique. Dans mon job de tous les jours, je m'occupe des plateformes de calcul pour l'université. J'offre du support pour les gens qui ont besoin de faire du calcul scientifique. Aujourd'hui, je vais vous parler des enjeux à l'UNIL et au centre informatique autour du stockage, de la sauvegarde des données et de la sécurité des données à l'UNIL. Donc, le but de ces présentations, c'est de vous présenter quelques best practices concernant quelques bonnes pratiques concernant la gestion des données. Quels sont les outils que le centre informatique met à disposition des chercheurs de l'UNIL pour stocker leurs données, pour collaborer autour de ces données avec d'autres chercheurs dans le pays ou ailleurs dans le monde, et aussi quels sont les outils à disposition pour protéger ces données. Je vais aussi présenter quelques slides sur les principales menaces qu'il y a sur vos données, tant dans votre ordinateur que chez nous, en fait, malheureusement au centre informatique. Et puis aussi quelques bonnes pratiques pour prévenir la destruction, malheureusement des fois totale, de vos données. Donc pour le moment, on parle souvent de gestion du cycle de vie de données. Puis si on regarde un peu le cycle de vie des données chez nous actuellement au centre informatique, on voit que ça ne ressemble pas vraiment à un cycle. Donc pour le moment, on a des chercheurs qui viennent, qui nous demandent de l'espace de stockage, soit pour leur groupe, pour leur institut, pour les facultés. On leur donne cet espace, ils font leurs recherches et au bout de leurs recherches, finalement, ces données, elles restent souvent dans nos systèmes. Alors, elles sont protégées, elles sont backupées, mais finalement, on a une énorme accumulation de données dans nos systèmes. Pendant longtemps, le coût de stockage des données diminuait à peu près de la moitié tous les 2 ans et demi. Donc, du coup, avec le même budget, on pouvait stocker des données, mais maintenant, c'est plus vrai. Et actuellement, la part de notre budget pour le stockage des données commence à devenir très, très important. Donc, ce qu'on aimerait voir à terme, c'est plutôt quelque chose, cette fois, avec un vrai cycle de gestion des données, où cette fois, on a une réflexion au départ de quelle quantité de données on a besoin pour notre recherche, quel type de données, comment on va les stocker, quelle quantité, qu'est-ce qu'on efface, qu'est-ce qu'on garde, et de consigner tout ça dans un data management plan. Et aussi, ce data management plan, ça va être un outil qu'on peut partager avec différents acteurs qui seront impliqués dans la gestion de ce cycle des données, dont nous, le centre informatique. Et ce qu'on aimerait changer aussi, c'est que finalement, les ressources qu'on va offrir de stockage, on aimerait qu'elles soient associées à des projets gérés par un data management plan et plus simplement à des groupes de recherche qui gèrent leur espace comme ils veulent. Et ce qu'on aimerait aussi, c'est que les gens, en fait, soient conscients de la valeur et du contenu d'information de leurs données et que dans ce cycle, donc qui va du projet de recherche, data management plan, de la collecte des données primaires, de l'interprétation des données, des résultats, et finalement des données qu'on archive pour leur réutilisation, ou quand ces données ne sont plus utiles, soit parce qu'elles contiennent plus d'informations scientifiques, soit parce qu'elles n'ont pas spécialement de valeur à être archivées, ou simplement parce que le cadre légal oblige
de les préserver ou de les effacer dans certains cas. Qu'on suive en fait toutes ces règles et puis que finalement on ait un volume moins grand de données à stocker et surtout qu'on sache ce que l'on stocke et pourquoi on le stocke. Donc après on a aussi vu dans l'étude présentée par Carmen qu'en fait il y a toute une série de chercheurs qui ne connaissent pas vraiment les outils de stockage et de sécurisation des données qu'on met à disposition. Donc là on va faire un rapide passage sur un certain nombre d'outils. Donc au premier un outil qui s'appelle Switch Drive. Donc Switch Drive c'est un Dropbox-like, donc où vous pouvez stocker 25 GB de données. C'est un outil de type Sync and Share, donc ça veut dire que vous pouvez installer cet outil dans votre ordinateur de port portable, dans votre machine de bureau, dans votre iPhone, dans votre tablette, et puis en fait, quand vous mettez vos données dans Switch Drive, elles apparaissent en fait dans tous ces appareils. Ce qu'il faut faire attention que c'est pas un outil de backup, hein. Donc les données dans Switch Drive, si vous effacez les données, elles sont effacées partout. Donc après, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Donc c'est pas une solution de backup, c'est vraiment une solution de partage de données. Donc c'est vraiment un Dropbox-like. Juste une question informative parmi vous dans la salle, qui utilise Dropbox? Donc c'est à peu près un quart. Et qui utilise Switch Drive? C'est à peu près un quart. Et qui a utilisé avant Dropbox et passé à Switch Drive? Ah, il n'y en a plus que 10%. Ok, donc voilà, c'est vraiment un outil qu'on veut mettre en avant et vous trouverez chaque fois dans toutes les slides des liens ici. Les slides seront à disposition, que vous pouvez cliquer, vous aurez plus d'informations sur les outils. Maintenant, pour le stockage des données, stockage central, donc si on a moins de 100 gigas de données, donc en fait ça tient sans problème dans votre machine, sur votre bureau. La plupart des ordinateurs viennent avec des disques de 1 Tera. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de backuper vos données. Pour les sécuriser, on verra les outils que vous pouvez utiliser pour ça. Et pour les données de plus de 100 gigas, on offre un service central de données c'est un produit commercial qui s'appelle EasyLon, où on maintient 2 à 3 copies de ces données pour les sécuriser et pour pouvoir accéder à ces ressources. De nouveau, il faut remplir un formulaire en ligne au bout de ces liens. Maintenant, pour pouvoir partager vos données, on a aussi un autre outil qui s'appelle Switch File Sender. Cet outil permet en fait d'envoyer des fichiers attachés à des mails jusqu'à 50 gigaoctets de données. Il n'y a rien à installer, tout se passe dans des pages web. C'est extrêmement simple à utiliser. Vous verrez ici, au bout de ce lien, comment faire ça. Dans les outils de partage de données, on offre aussi un outil qui s'appelle BSCW. C'est un outil hébergé à l'UNIL qui permet de partager des fichiers et des dossiers entre différents chercheurs. Ces chercheurs ne sont pas forcément à l'UNIL, donc vous pouvez partager ces fichiers avec n'importe qui dans le monde. Donc ils n'ont pas besoin d'avoir un login password d'UNIL pour accéder à ces données. De nouveau, c'est un outil qui est entièrement basé sur des pages web, donc rien à installer. De nouveau, il faut contacter le CI pour pouvoir y accéder. Il y a d'autres outils offerts par Switch aussi qui permettent de faire des web meetings et des web conférences. Je vais passer. Et il y a aussi toutes sortes d'outils de cloud computing qui sont en train d'être mis en place à Switch. Donc en fait, vous pouvez avoir à peu près tout ce qu'on trouve dans un data center virtualisé. C'est un projet qui est en cours de développement. Il est entré en production au début de cette année. Le service sera payant. Et si vous voulez plus d'informations au sujet, vous pouvez nous contacter le helpdesk de l'INIL. Maintenant, pour ce qui est de la préservation, de l'archivage des données, actuellement, c'est beaucoup de choses qui sont en chantier. Ici, j'ai listé quelques acteurs à l'UNIL. Donc, on a Uniris, on a Force qui vont nous présenter leur plateforme tout à l'heure, j'imagine. On a l'ADUL qui commence une nouvelle plateforme pour les SHS avec la plateforme Platec. On a le CHUV, la bibliothèque du CHUV. Cécile Lebrun va nous présenter quelque chose. On a le CIB qui archive déjà les
les données de recherche en génomique. Il y a le projet national CUSP2 et il y a d'autres acteurs probablement qui existent, mais dont je ne les connais pas. Maintenant, les risques autour de vos données, principal risque, c'est le risque mécanique autour des disques durs. Quand vous achetez votre disque dur ou après quelques années, les disques durs cassent. C'est à peu près 30% des pannes sur une machine, c'est le disque dur. Donc, le taux de retour 12%, vous avez 3% de chance de perdre vos données la première année quand vous achetez une machine. Sur les SSD, on pense, donc c'est Solid, on pense que c'est plus solide. En fait, ça, c'est une étude chez Facebook. Il y a le même problème dû à d'autres raisons, notamment à des problèmes mécaniques dus au chauffage et à la fragilité des SSD où, en fait, on peut écrire seulement à peu près 10 000 à 100 000 fois dessus. Donc, juste, on offre désolé pour les 10 minutes, on a des outils de sauvegarde. Il y a des outils déjà dans les systèmes, donc il y a Time Machine dans Mac et File History dans Windows, à peu près deux mêmes outils qui permettent de backuper l'ensemble de votre machine. Et sinon, on offre Crash Plan, on offre une capacité de 100 gigas et les données sont backupées chez nous. Donc si vous avez que 100 gigas ici, vous devez choisir ce que vous backupez, alors qu'ici, vous pouvez backuper toute la machine. Avec le genre de virus qui circule aujourd'hui, moi je vous conseillerais de faire les deux. Sinon, on a aussi un produit pour les backups centraux. On backup des choses de l'ordre de maximum quelques centaines de gigas. Donc là, on backup des serveurs. Il faut aussi contacter le CI pour accéder à ces ressources. Juste la raison pour laquelle il faut backuper 2 fois vos données, c'est que maintenant, les virus le plus à la mode, ce sont les ransomware. Actuellement, il y a une épidémie de ça en cours ici. Donc, c'est un virus que vous attrapez en ouvrant un attachment dans un mail ou quelque chose comme ça. Ça encrypte toutes vos données. Ça efface les données sources et vous devez payer une rançon pour récupérer les données. Il y a un mois en arrière, il y a un hôpital à Hollywood où toutes leurs données patients ont été effacées. Ils ont payé, ils les ont récupérées. C'est arrivé dans un autre hôpital en Australie. C'est arrivé à une agence immobilière il y a 2 semaines à Lausanne. Ils n'avaient pas de backup. Donc certaines personnes ne vont pas payer le loyer cette année. Donc, et juste pourquoi ces ransomware sont à la mode. Donc là, juste, ça c'est le nombre total de virus répertoriés par McAfee, un fabricant de virus, depuis qu'il répertorie. Donc actuellement, on est à 400 millions de virus et malware répertoriés. Qui sont connus dans leur base de données. Et pourquoi les ransomware sont très à la mode aujourd'hui? Parce que ça, c'est par exemple un serveur qui contrôle ce genre de choses. Ben, on voit qu'il y a à peu près 2,9% des gens qui payent et ça ramène 33 000 $ par jour. Donc il y a énormément de hackers qui commencent à utiliser ce genre d'outils et surtout ces outils sont en train de se développer de telle sorte qu'il soit impossible de casser ce qui a été encrypté. Donc vraiment, il n'existe aucune technique pour le casser. Et d'autre part, ils sont aussi en train de les développer de telle sorte qu'une fois qu'ils ont pénétré le système, ils cherchent où vous avez stocké vos backups et ils détruisent les backups aussi. C'est pour ça que je dis de faire les 2 backups. Et ça, c'est vraiment une évolution qu'il y a eu ces 6 derniers mois, en fait. Donc voilà, pour se protéger, utilisez l'antivirus. Vous pouvez cliquer ce lien. Les antivirus sont à disposition gratuitement à l'UNIL. Mettez-le dans votre machine. Faites tous les updates de sécurité sur votre machine, et pour l'OS et pour les applications. Et surtout, faites des backups. Et en cas de désastre, appelez le CI. Donc voilà, merci pour votre attention. Et si vous avez des questions, on peut discuter pendant la pause ou n'hésitez pas à m'écrire. Merci. Merci beaucoup, Hamid. Ouais, ça fait peur et en même temps, c'est un gros business. Et on a vu que Hamid plaide pour la qualité plutôt que l'accumulation juste de la quantité. Et il existe des solutions à l'UNIL, il existe des experts à l'UNIL. N'hésitez pas à les contacter. Je vais passer la parole maintenant à Maître Florian Ducommun, qui va nous parler des enjeux du droit d'auteur, de la propriété intellectuelle et des Creative Commons. Merci beaucoup.
Il paraît qu'il y a même des hotlines maintenant pour les virus dont vous avez parlé, des hotlines organisées que les gens peuvent appeler pour payer la rançon. Donc ça va très très loin. Voilà, donc je me présente, Florian Ducommun, je suis avocat spécialisé en propriété intellectuelle et en technologie à Lausanne. Et je vais vous parler en 10 minutes, ce qui est un défi de la propriété intellectuelle dans ces grandes lignes, du droit d'auteur, du droit des brevets et des Creative Commons. Alors, je ne vais pas parler par contre de la protection des données, qui est un autre grand sujet et que je n'évoquerai pas du tout aujourd'hui. Alors, la propriété intellectuelle, qu'est-ce que c'est? C'est un domaine du droit qui recoupe le droit d'auteur, le droit des brevets, le droit des marques et de manière générale, toute protection accordée de par la loi à des œuvres de l'esprit. Donc par œuvre de l'esprit, on entend des inventions, des œuvres littéraires et artistiques, des secrets d'affaires, des designs, des emblèmes, des circuits intégrés, des obtentions végétales, et j'en passe. Par contre, nous n'entendons pas des données brutes. Donc, par exemple, les données patients de la biobanque ne sont pas des œuvres de l'esprit. Par contre, des dessins de Dieu, comme on a vu, sont des œuvres de l'esprit protégées par le droit d'auteur, même si ils sont faits et créés par des enfants. Alors, la propriété intellectuelle confère certains droits aux personnes étant à l'origine des œuvres de l'esprit qu'elle tente à protéger. Donc, vous avez la propriété physique pour les immeubles, les choses tangibles, et puis cette propriété intellectuelle qui est créée pour les œuvres de l'esprit qui sont intangibles, immatérielles. Les droits de propriété intellectuelle ressortent de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui consacre le droit à chacun à la protection de ses intérêts moraux et matériels découlant de toute protection scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur. Le droit d'auteur maintenant. Le droit d'auteur, c'est l'ensemble des droits conférés aux auteurs d'œuvres littéraires et artistiques. Donc tout auteur d'articles qui écrit ou tout auteur de musique qui compose ou tout auteur de film qui crée un film. Et d'autres œuvres de l'esprit, architecture, logiciel, etc. Donc pour être protégé par le droit d'auteur, il faut que l'œuvre soit une création de l'esprit avec un caractère individuel. On ne protège pas tout. Par exemple, les photos de vacances que vous allez mettre sur vos réseaux sociaux ne sont pas, par définition, immédiatement protégées par le droit d'auteur. Encore faut-il qu'il y ait une certaine créativité, identité dans la photo. Finalement, ce qu'on veut protéger, c'est l'individualité de chacun qui est reproduite dans son œuvre. L'œuvre doit être une œuvre littéraire ou artistique, et donc on parle de contenu ou de registre. Donc ça veut dire des œuvres qui sont compilées peuvent être en tant que telles protégées par un droit d'auteur, indépendamment du fait, du fait que les œuvres sous-jacentes le soient. Et dans l'Union européenne, on peut avoir des droits sur les bases de données. Ce n'est pas le cas en Suisse toutefois. Alors ce qui est important, c'est que la loi protège l'expression d'une idée et pas l'idée en tant que telle. C'est ce qu'on appelle ID Expression Dichotomy. Donc l'exemple, le cas le plus fameux, c'est un cas aux États-Unis qui portait sur la poubelle du Mac. Est-ce que le fait de mettre des données dans une poubelle est une expression d'une idée ou une idée en tant que telle? Les tribunaux n'ont pas tranché. Ce qui est important aussi, c'est que souvent les gens pensent qu'il faut déposer son œuvre pour qu'elle soit protégée par le droit d'auteur. Alors en droit suisse, ce n'est pas le cas. L'œuvre est protégée automatiquement. Par le simple fait d'être créée, elle est protégée. D'où le fait qu'un dessin d'enfant peut être protégé par un droit. La durée de la protection en Suisse actuellement, c'est 70 ans, après la mort de l'auteur, dans l'idée que l'œuvre va passer finalement, enfin les droits vont passer aux héritiers. Après, l'œuvre va tomber dans ce qu'on appelle le domaine public,
et pourra être utilisé librement. Ce que recouvre le droit d'auteur, c'est tout d'abord le droit moral, donc le droit à la reconnaissance de sa paternité, donc le droit d'indiquer, de se faire mentionner comme auteur de l'œuvre, le droit de décider de la divulgation ou non d'une œuvre, et le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre, à savoir le droit de décider comment l'œuvre et avec quoi l'œuvre peut être combinée. La composante économique du droit d'auteur, ce sont les droits patrimoniaux, et donc les droits exclusifs de décider si, quand et de quelle manière une œuvre sera utilisée. Et dans ces droits patrimoniaux, on a les droits d'utilisation, les droits d'émission, les droits de représentation, les droits de mise à disposition en ligne, les droits de traduction, les droits d'adaptation. Donc ces droits patrimoniaux se déclinent en plusieurs droits distincts. Donc le droit d'auteur permet à l'auteur de s'opposer à toute utilisation de son œuvre sans son accord préalable. C'est ce que les Américains appellent « all rights reserved ». Il y a des exceptions à ça. Vous avez sûrement entendu les exceptions d'usage privé, pour la copie privée notamment, ou pour les enseignements, l'utilisation d'une œuvre à des fins d'enseignement, le droit de citation, pour autant que leur emploi en justifie l'étendue, et les exemplaires d'archives qui peuvent être, donc les œuvres peuvent être recopiées une fois à des fins d'archives. Les brevets maintenant. Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles qui sont utilisables industriellement. Et est réputée nouvelle une invention qui n'est pas comprise dans l'état de la technique. Et l'état de la technique est évalué en fonction des publications qui ont été faites sur un sujet. Alors il y a toujours cette question entre la publication d'un travail et l'obtention d'un brevet pour l'invention qui en résulte. Si, et c'est ce qui est important aujourd'hui, si le résultat du travail est publié, alors le brevet sera exclu. Donc c'est toujours une balance et un équilibre à trouver. Le brevet confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'utiliser l'invention à titre professionnel, que ce soit la fabrication, l'entreposage, l'offre, la mise en circulation, l'importation, etc. Donc les droits de propriété intellectuelle permettent à leur titulaire de s'opposer à toute utilisation de l'œuvre de l'esprit sur lesquelles ils portent. Donc on est dans une logique de, finalement, bloquer l'accès à moins d'obtenir l'autorisation de l'auteur ou de l'inventeur. Comment valoriser ces droits? Il y a deux manières. D'abord, par une cession. C'est ce qui se faisait généralement dans le cadre des contrats d'édition, où l'auteur cédait ses droits à l'éditeur, qui ensuite reproduisait l'œuvre. Ou alors, sur la base d'une licence, où l'auteur conserve ses droits et les valorise en permettant certaines utilisations, mises à disposition en ligne, ou d'autres utilisations, contre rémunération. Aujourd'hui, avec le mouvement de l'open access, on a des contrats d'édition qui peuvent être négociés, où l'auteur n'est pas obligé de céder l'intégralité de ses droits, peut les conserver et décider de mettre en ligne, par exemple, sa publication. Donc je vous encourage, dans le cadre des contrats d'édition, ou de plutôt négocier des contrats de licence avec les éditeurs. L'open access, c'est une mise à disposition en ligne des contenus. La déclaration de Budapest, finalement, vous invite à ne pas mettre de barrière à la diffusion de l'œuvre et pas de barrière légale non plus. La déclaration de Berlin pose deux conditions que tous les ayants droit doivent accorder à tous les utilisateurs de manière irrévocable et pour le monde entier le droit de reproduire, d'utiliser l'œuvre. Donc on a l'impression à cette lecture
que la propriété intellectuelle est antinomique avec l'open access, puisqu'elle tente à bloquer l'accès, alors que l'open access tend précisément à l'ouvrir. Mais la base juridique de l'open access, c'est le consentement du détenteur des droits d'auteur, qui lui va décider d'accorder une licence libre, ou l'expiration du droit d'auteur. Je vous ai parlé du domaine public. Alors, je ne vais pas m'étendre. Les licences Creative Commons, finalement, permettent, en tout cas certaines d'entre elles, de se conformer aux règles de l'open access. Donc, les licences Creative Commons permettent de dire, à l'auteur de dire quelles utilisations sont autorisées avec son œuvre. C'est ce qu'on appelle le Some Right Reserved. Et donc, on a plusieurs types de licences Creative Commons, et celles qui sont compatibles avec l'open access, c'est celle qui est en haut à gauche, la CC BY, et celle qui est en dessous, la CC BY SA, qui sont des licences qui autorisent la reproduction de l'œuvre sous réserve d'attribuer la paternité à l'auteur, et la seconde, qui autorise la reproduction de l'œuvre sous réserve d'autoriser la paternité à l'auteur et de remettre à disposition en Creative Commons l'œuvre qui en est dérivée. Voilà. Je suis à disposition si vous avez d'autres questions. Il y a d'autres licences qui s'appliquent aux données. Ce sera des licences Open Data et Public Domain Dedication que vous pouvez utiliser pour ce qui n'est pas protégé par le droit d'auteur stricto sensu. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Ducommun. Donc, c'est vraiment l'idée de partager vos données en gardant la paternité. Vous ne perdez pas la paternité sur vos données si vous les partagez. Pour la suite, on a entendu Monsieur Ducommun parler de la problématique de l'open access. C'est Cécile Lebrand du CHUV qui va nous parler de cette problématique. Dans les 10 minutes, ça va être short, mais je suis sûr qu'elle va y arriver. Merci. Sinon, je dois des bières. Donc c'est vrai que j'ai un temps très court aujourd'hui pour vous présenter quels sont les enjeux de l'open access et de l'open data sur la publication scientifique, principalement dans le domaine biomédical, qui est le domaine dans lequel je travaille. Et pour vous présenter également les services qui sont offerts par la Bibliothèque universitaire de médecine pour les chercheurs du CHUV et de la FBM. Alors j'ai de la chance, je peux sauter la définition puisque mon collègue vous a très bien expliqué à quoi correspondait l'open access. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que l'open data, c'est la même chose, mais sur les données et principalement les données de recherche. Alors, en fait, d'où est né l'open access? L'open access a été généré par une crise économique liée au comportement des maisons d'édition, dans le sens où les universités ainsi que les agences de financement financent les chercheurs et leur production scientifique, à savoir les articles scientifiques. Et malheureusement, la plupart du temps, ces chercheurs vont devoir, au moment où ils vont vouloir publier leur article de recherche, céder leurs droits d'auteur à la maison d'édition. Et c'est la maison d'édition qui va exploiter le travail du chercheur et en tirer les bénéfices. Dans le domaine biomédical, il y a 4 maisons d'édition qui se partagent le marché, qui exercent un monopole, qui pratiquent des prix exorbitants sur les abonnements aux revues scientifiques, notamment avec Elsevier qui fait une marge bénéficiaire de 30% sur les revues scientifiques. Et ceci a un coût exorbitant de 10 milliards de dollars par an au total au niveau international et 3 millions de francs suisses pour l'Université de Lausanne. Et la problématique sous-jacente, c'est qu'en fait, il n'y a aucune université actuellement qui est capable de s'abonner à toutes les revues qui vont être nécessaires pour les chercheurs de leur université et les étudiants de leur université. Donc en fait, on se rend compte que le chercheur va être bloqué dans l'accès à l'information dont il va avoir besoin pour réaliser sa recherche. Alors à l'UNIL, on a de la chance, mais il faut bien prendre en compte qu'il y a énormément d'universités, des plus petites universités en Suisse ou d'autres universités en Europe au niveau international, qui n'ont pas les mêmes possibilités que nous et qui n'auront pas la possibilité de lire les travaux
travaux de nos chercheurs. Alors, je devais parler des bénéfices et surtout des bénéfices principaux de l'open access et de l'open data. Je pense que par rapport à ce qui vient d'être dit et dans ce contexte, on comprend très bien que ces deux modes, ces deux approches vont être absolument nécessaires pour permettre le progrès technologique, thérapeutique et clinique, car on sait actuellement que pour progresser dans ces domaines, on a besoin d'un échange extrêmement rapide du flux d'informations et d'une approche multidisciplinaire et collaborative. Donc en fait, les bénéfices de ces deux démarches pour la communauté vont permettre à la communauté scientifique d'appuyer les résultats sur les recherches précédentes et ainsi d'améliorer la qualité et la reproductibilité de la recherche, d'augmenter le nombre de collaborations, de diminuer la duplication des études et, comme je viens de le dire, d'accélérer l'innovation. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces démarches ont également un grand bénéfice pour l'auteur lui-même, car en faisant de l'open data, il va apprendre à mieux gérer ses données et à améliorer sa méthodologie de recherche. Tandis qu'il va être aussi également obligé de pratiquer de l'open access s'il veut augmenter la diffusion et la visibilité de son travail, augmenter le nombre de citations pour ses travaux, ses articles publiés, et puis, comme nous allons le voir, répondre aux directives des agences de financement du FNS et Horizon 2020. Alors en fait, le chercheur a le choix entre deux voies que vous connaissez peut-être pour faire de l'open access, la Gold Road, voie dorée. Dans ce cas-là, il va soumettre son article à une revue en open access et son article va être en accès libre immédiatement après sa publication. Dans ce modèle, c'est l'auteur qui va payer les frais de publication qu'on appelle Article Processing Charge. Et puis, comme vous le voyez ici, qui peuvent varier de 50 à 6 000 francs suisses. Elles se comptent en moyenne à 2 000 francs suisses. Actuellement, les maisons d'édition ou les journaux avec un modèle à souscription proposent un modèle hybride pour la plupart, à savoir que non seulement c'est possible de souscrire au journal, mais ils vont proposer aux auteurs, souvent de la même institution, de payer des frais, des article processing charges pour mettre en accès libre leurs publications. Le chercheur a le choix également avec une autre option qu'on appelle la voie verte, Green Road. En fait, c'est de l'auto-archivage. Dans ce cas précis, il va pouvoir archiver son manuscrit, la version finale reviewée et qui a été acceptée, qu'on appelle author manuscript, sur un dépôt institutionnel ou spécialisé. Et ceci en suivant les règles de copyright et d'embargo qui sont imposées par les maisons d'édition. L'intérêt pour l'auteur, c'est que pour sa part, en tous les cas, ça n'engage aucun frais. Alors, au niveau international, comme vous l'avez compris, mais également national, toutes les agences de financement imposent actuellement des directives aux chercheurs pour qu'ils mettent leurs travaux en open access. Et pour les publications biomédicales, le FNS ainsi que Horizon 2020 obligent le chercheur à mettre son travail en open access dans les 6 mois. Pour ce faire, il a deux possibilités, deux options. Soit il publie dans une revue en open access, et dans ce cas-là, le FNS peut financer jusqu'à 3 000 francs pour un article. Mais le FNS ne payera pas un article publié et mis en open access dans une revue hybride. Une autre possibilité qui s'offre aux chercheurs pour faire de l'open access, c'est en fait d'archiver son article dans le dépôt institutionnel. Et pour les chercheurs de l'UNIL et du CHUV, c'est donc sur le dépôt Serval. Suite à ça, le chercheur va être confronté à différentes questions. Finalement, c'est quelles sont les revues open access de bonne qualité, quelles sont les politiques éditoriales en matière de dépôt. S'il veut faire de l'archivage, il va devoir savoir quelle version de son article il peut archiver, quelle est la période d'embargo qu'il doit pratiquer. Et puis, comme on vient de voir, s'il veut protéger ses droits d'auteur, l'intérêt pour lui, c'est d'appliquer des licences Creative Commons qui obligera les chercheurs qui réutiliseront son travail à citer son travail original. Et en fait, pour toutes ces questions, notre service à la bibliothèque du CHUV aide les chercheurs. Alors, soit je réalise des visites sur place, donc je commence à connaître tous les bâtiments du CHUV et de l'AFBM.
pour informer les chercheurs. J'ai également sur le site web de la bibliothèque écrit 2 paragraphes assez complets en anglais sur l'open access et le data management pour expliquer quels sont les services et les outils qui sont à la disposition de nos chercheurs, ainsi que les offres de formation. Et finalement, on offre même à nos chercheurs la possibilité en fait, d'archiver pour eux leur article, leur manuscrit auteur sur Serval. Alors, la problématique, enfin, la méthodologie Open Data, en fait, est née également d'une problématique un peu différente qu'on a abordée tout au départ, à savoir la problématique de irreproductibilité des études publiées. En fait, dans le domaine biomédical et notamment au niveau préclinique, on est extrêmement touché par cette problématique puisque un grand nombre de travaux montrent que 50 à 90% des études publiées ne sont pas reproductibles. Donc, je vous laisse imaginer le coût que ça peut avoir. C'est 28 milliards pour les États-Unis, 100 milliards au niveau international d'argent investi qui est directement mis à la poubelle. Il y a différentes causes qui sont invoquées, qui induisent ce manque de reproductibilité des données, et notamment pour ce qui nous intéresse dans notre cas, à savoir un mauvais reporting scientifique et une mauvaise transparence des données de la recherche. Alors pour contrecarrer cette problématique de non-reproductibilité des données, en fait, il y a un grand nombre d'agences de financement international, dont le NIH, de nombreux journaux qui ont mis en place des directives qui vont obliger le chercheur, lorsqu'il va vouloir publier son travail de recherche, de déposer les données qui sont associées et qui sous-tendent les conclusions de son travail. Donc en fait, au moment où le chercheur va vouloir soumettre son travail, et ceci est vrai pour la plupart des grands journaux, il va devoir, soit pendant le processus de révision de son article, soit au moment final, associer les sets de données qui vont permettre de comprendre le travail qu'il publie. Et en fait, au cours de ce processus, nous aidons les chercheurs dans le choix du dépôt qui va être le plus approprié au set de données qui correspond à leur travail, notamment en biologie médicale, Figshare et Zenodo. Et puis, on travaille en collaboration avec d'autres services qui ont présenté précédemment pour s'assurer qu'il y a bien un respect de confidentialité des données et de la propriété intellectuelle. Nous venons de créer une communauté FBM-CHUV sur le dépôt de données Zenodo, qui est en fait un projet Horizon 2020. Et ainsi, les chercheurs peuvent venir déposer gratuitement leur set de données sur ce site et lier ce set de données à leur publication. Alors, notre service, en fait, aide les chercheurs. Alors, c'est pas qu'on va le faire à leur place, parce qu'on n'est pas assez nombreux pour ça, mais en tous les cas, on les aide par des cours à annoter leur set de données, donc utiliser des métadonnées correctes. Comme nous l'avons vu, il y a la problématique des fichiers, donc utiliser des formats de fichiers qui vont permettre un stockage à long terme, mais également pouvoir être réutilisés par les autres chercheurs. Et on les conseille sur les licences à appliquer pour protéger leur set de données et leur copyright. Et puis finalement, on va les aider dans la mise en open access et la promotion de leur travail. Alors voilà, je ne devais pas mettre la dia question parce que j'ai appris hier qu'il n'y avait pas de questions derrière, mais je suis disponible à l'intermède pour plus de questions. Merci Cécile. Donc en un mot, be open. Je passe la parole maintenant à Gilles Borel, qui est directeur du musée de géologie. Et puis, vous verrez que c'est intéressant de voir et d'avoir quelques réflexions sur la problématique de la matérialité des données et du big data. Gilles. Merci, bonjour à toutes et à tous. Évidemment, pour parler des données matérielles et de leur pérennité à long terme, quoi de mieux qu'un géologue? Et puis pour vous dire finalement que le big data et la gestion des données, c'est des choses qui se font depuis passablement de temps. Donc évidemment, pourquoi une longue expérience du big data, le musée cantonal de géologie. Voilà.
quelques chiffres pour vous situer. Le musée de géologie, créé en 1818, on a actuellement à peu près 1 million de spécimens répartis en 25 000 tiroirs, plus un certain nombre de mètres linéaires de plateaux. On a à peu près 2000 holotypes paléontologiques et une centaine d'holotypes minéralogiques. Un holotype, pour se rappeler ce que c'est l'échantillon de référence mondiale d'une espèce. Donc il y a également des espèces de minéraux, hein. Il n'y a pas que des espèces biologiques. Mais donc c'est l'élément à partir duquel, si on veut discuter une nouvelle espèce, on doit partir de cet échantillon témoin. Donc lui, il doit absolument être pérenne parce qu'il faut évidemment que les chercheurs puissent discuter à partir d'une base commune. Le musée archive en fait la recherche en sciences de la Terre de l'Académie de Lausanne puis de l'université depuis un peu plus de 150 ans. En fait, c'est depuis le début de l'enseignement de la géologie à l'Académie, c'était en 1852. Donc on a quand même l'essentiel de notre million d'échantillons sont des échantillons de recherche, des spécimens de recherche. Et le musée directement fait une quinzaine de publications scientifiques par an. Donc ces enjeux de la matérialité et de la préservation à long terme, je suis désolé, je vais un peu enfoncer des portes ouvertes là, pendant les quelques minutes qui restent. Mais pourquoi préserver et finalement, quels sont les impératifs de préservation qui sont pertinents? Peut-être commençons par cette question toute simple. Qu'est-ce qui est le plus simple à gérer? Une tonne de clous en vrac ou par paquet de 200 grammes? La réponse, elle paraît absolument évidente. Et pourtant... Voilà la gestion en vrac. C'est une benne, c'est magnifique. Donc chaque objet, là, évidemment, comme géologue, on a des cailloux, tout simplement, qui ont une valeur, si vous voulez, intrinsèque. Hein, ils sont là, ils sont très bien. Ou bien on peut organiser les choses et puis ça vous donne les dépôts qu'on a. Vous avez vu, on a fait de l'ordre, hein, juste pour la photo. Non, mais voilà à quoi ressemblent nos dépôts. Donc c'est des compactus, comme des compactus pour les livres, mais simplement avec des plateaux. Et puis, on en a quelques-uns qui sont à l'Anthropole. Maintenant, par rapport à cette valeur intrinsèque, peut-être un exemple qui n'est pas directement un caillou, qui est peut-être plus illustratif. Voilà un dessin. Voilà, il est très joli. Qu'est-ce qu'on arrive à dire? C'est que c'est un document qui montre un paysage alpin, certainement un glacier devant. Quand on voit le dessin, on se dit oui, ça a déjà un certain temps. Et puis voilà, c'est ce qu'on voit. Est-ce que vous savez où c'est, ce que c'est? Vous avez une idée? Oui, mais vous en êtes sûr? C'est là que arrive, donc ça c'est la valeur intrinsèque, mais la valeur ajoutée, donc la métadonnée. Qu'est-ce qu'on découvre ici? Au bas, c'est marqué glacier du Rhône, dessiné d'après nature en 1817 par monsieur Lardy. Bon, 1817, ça devient intéressant parce que ça nous fixe la date. Donc le dessin commence à prendre une sacrément haute valeur. Glacier du Rhône, vous l'aviez reconnu. Maintenant, évidemment, il n'est plus du tout là. Hein, j'ose à peine vous montrer où il se situe. Non, mais voilà, vous savez, on ne le verrait plus pratiquement. Et puis, dans la métadonnée qui est intéressante, c'est que c'est marqué Charles Lardy. Pourquoi ce personnage est important? Parce qu'à l'époque, il était le conservateur des forêts du canton de Vaud et par ailleurs géologue tout à fait averti. D'ailleurs, c'est lui qui a été le premier conservateur des collections du musée. Ça veut dire que ce monsieur a une base scientifique, donc ça veut dire qu'on peut s'imaginer que son dessin n'est pas juste une représentation un peu exagéré du glacier du Rhône, mais que ça ressemblait réellement à ça en 1817, et que ce n'est pas juste une vue de l'esprit pour faire peur ou inviter le touriste anglais de l'époque à venir traverser le coin. Et ce dessin, ce qui devient intéressant toujours, donc toujours de la métadonnée, c'est qu'il est utilisé en 1848 par M. de Charpentier, qui a utilisé ce dessin dans son opuscule sur la théorie glaciaire. Et tout ça a été scanné par la médiathèque Valais quelque part dans les années 2000. Donc vous voyez que la valeur intrinsèque, c'est juste une image, une illustration, mais que la métadonnée donne une valeur tout d'un coup tout autre à ces éléments. Donc je ne peux qu'inviter tous les gens qui ont de la donnée à un tout petit peu lui donner de la métadonnée pour qu'elle soit utilisable. Pourquoi je vous dis ça? Deux exemples. On a une collection de ce qu'on appelle des numulites, c'est des micro-organismes, des foraminifères. C'est ces petites pastilles, si on veut, que vous voyez dans le tiroir, là. Bon, mais c'est très bien.
Voilà, c'est des microfossiles, on est content. Et cette collection, en fait, elle est déposée, elle arrive et elle résume littéralement l'histoire et l'évolution souvent inattendue de la donnée, parce que les données que vous êtes en train de produire, vous allez voir, vous n'en avez aucune idée ce qu'on va en faire dans 50, 60, 100 ou 150 ans. Aujourd'hui, on a parlé à des échéances de 5, 10 ans. Moi, je vais vous offrir juste une toute petite augmentation de la profondeur du temps. Et à quel point, finalement, il y a un rôle et donc une responsabilité de conservatoire des archives. Donc, cette collection est déposée par un de mes prédécesseurs, M. Delarpe, au musée de géologie. Il lui-même était directeur du musée quelques années avant. Donc, il dépose cette collection en 1879. Elle est reconnue comme étant exceptionnelle, unique au monde. Elle a à peu près 16 000 spécimens dedans. En 1913, donc vous voyez, c'est un tout petit peu plus long qu'à présent. Les étiquettes originales sont tellement dégradées qu'il faut les refaire. C'est ce que vous allez devoir faire quand vous allez passer de votre disque dur à, par exemple, des CD ou je ne sais pas quel autre. Changer de support pour pérenniser finalement la collection. Donc on l'améliore un peu, on la nettoie. Et puis, une cinquantaine d'années après, badaboum, arrive l'industrie pétrolière qui découvre l'outil de la micropaléontologie. Et cette collection devient un outil de référence pour dater les roches qui ont en gros entre 60 et 20 millions d'années. C'est pile les âges des gisements qu'on exploite pétroliers dans le golfe du Mexique aujourd'hui. Donc cette collection de pure science devient un outil absolument fondamental avec une énorme valeur ajoutée pour la prospection pétrolière. Et c'est à un point tel que 2 ans plus tard, le directeur du musée doit arrêter la consultation de cette... interdire la consultation de cette collection parce qu'elle est en train de se dégrader. Et puis, une quarantaine, presque 50 ans après, eh bien, on découvre que ces fameuses numulites, toujours les mêmes, deviennent un des premiers groupes paléontologiques à être inventoriés dans GBIF, qui est la grande base de données internationale sur la biodiversité. Donc tout ça pour vous dire qu'en 150 ans, cette collection, il lui est arrivé des choses extraordinaires. Il est assuré que M. Delarpe n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Donc, important de bien documenter. Un exemple peut-être encore plus saisissant, on a une collection de roches du tunnel du Simplon. Vous les voyez là, elles sont dans leur petite boîte, elles ont toutes le même format, elles ont été formatées comme ça au départ. On a nos premières caisses qui arrivent en 1899, donc elles sont collectées tous les 10 mètres. Donc si vous venez là à l'Anthropole, je peux vous montrer tous les 10 mètres depuis le portail nord au sud, un échantillon qui a été pris dans la construction du tunnel. C'est des choses qui ont été refaites dans le Gothard et autres qui va s'ouvrir tout bientôt. En 1906, les dernières caisses arrivent et regardez bien le saut. Il a fallu plus de 100 ans pour que les premières analyses se fassent sur ces échantillons. Ils étaient connus, ils étaient annoncés, ils étaient documentés, on les a, mais il a fallu 100 ans pour qu'ils soient utilisés. Et qu'un article sorte sur la thermochronologie et sur les évidences de l'évolution de l'érosion dans les Alpes. Donc tout ça pour vous dire que vos données, si on veut qu'elles durent, il va falloir les documenter et puis trouver des systèmes assez pérennes de préservation. Bref, tout ça pour dire que mieux vaut peut-être le ça, c'est-à-dire une chose organisée, que le ça qui est déjà la benne, et puis que définitivement, mieux vaut une tonne de clous en paquet de 200 grammes qu'en vrac. Et puis comme deuxième conclusion, j'aurais tendance à dire qu'il est impossible de présumer l'usage qui sera fait des données dans le futur. Par contre, ce qui est absolument certain, c'est que si ces données ne sont pas structurées, elles sont perdues, et perdues à jamais. Voilà. Merci. Voilà, merci Gilles. Je crois que ce qu'il faut retenir, c'est vraiment que l'important, ce n'est pas de prévoir l'avenir, mais c'est de le rendre possible. Et puis rendre possible, c'est gérer, c'est conserver, c'est archiver vos données, en tout cas celles qui doivent l'être. Je vais passer la parole maintenant à Gilbert Coutat, qui est directeur des archives cantonales vaudoises et qui est aussi également président du groupe Némopole, qui est le groupe avec qui nous avons co-organisé cette journée. À mon tour de vous saluer. Effectivement, la question s'est posée dans l'organisation de cette journée, est-ce qu'il fallait un archiviste comme intervenant ? Et pourquoi un archiviste? Est-ce que c'est un regard singulier? Est-ce que c'est un regard complémentaire? Est-ce que c'est un autre regard sur la question de la gestion de données de recherche?
On peut s'interroger, et dans cette réflexion en cours, il y a peut-être un premier malentendu à régler. Si nous sommes une institution faisant partie du site de l'université, à proximité de Géopolis, est-ce qu'on n'est que des gens du passé? C'est un petit peu ce que dit le dessin à votre droite, enfin à ma droite. Est-ce qu'on n'est pas justement les prospecteurs, les intercesseurs pour préparer l'avenir de la mémoire? Donc cette dichotomie qu'on ressent dans la profession entre l'érudition et la gestion fait qu'on a un basculement qui se produit dans notre profession où la valeur refuge a longtemps été le passé. La valeur refuge d'études était, je ne sais pas, le Moyen-Âge, comme ça a été longtemps dans les profils des personnes engagées, par rapport à ceux qui doivent préparer l'avenir d'une mémoire. Et la mémoire passe par la gestion de recherche. Et une fois de plus, cet élément-là, avec l'idée de la prise de vue, il faut peut-être prendre de la hauteur et de l'ampleur par rapport à la réflexion en cours cet après-midi. Alors effectivement, on a parlé du cycle de vie. Il est peut-être bon, et c'est notre relation peut-être privilégiée d'archiviste, c'est la relation au temps, la temporalité. Et si on décortique sur la base du cycle de vie le temps de la recherche, il y a plusieurs temporalités. Il y a d'abord d'inscrire un sujet, je ne vais pas décliner tout ce qui est affiché, mais il y a un certain nombre de temporalités, et la qualité de la maîtrise de ces temporalités fera aussi la qualité de la donnée de recherche. La donnée de recherche, ce n'est pas simplement la donnée exploitée, mais c'est tout ce qui concerne la préparation, son suivi, sa défense, sa diffusion. Mais il y a aussi un domaine qui est très important, qui surgit, et ça donne une autre dimension à la temporalité, c'est le réemploi de cette donnée. Pas dans le prolongement du travail effectué, mais peut-être dans 10-15 ans, on revendiquera une donnée comparative, et on demandera peut-être dans une bourse mondiale des données de recherche de contacter une université pour qu'elle puisse mettre à disposition une donnée comparative, une donnée déjà vieille de plusieurs années. Et ces éléments, donc pour nous, comme archivistes, effectivement, on se montre toujours très prudent par rapport au temps qui court, mais surtout aux effets du temps, d'être toujours à la page, d'être toujours dans la bonne mesure. C'est pour ça que je disais que le temps de l'archiviste est différent de celui des technologies qui va très vite, mais ce n'est pas celui qu'on maîtrise le mieux. Autre élément, effectivement, et ça c'est une constante, c'est une porte ouverte, comme dirait Gilles Borel, ce problème de la dictature du numérique. Il faut partir de l'idée que l'obsolescence est programmée et on est dans le temps de l'auto-obsolescence, donc c'est un temps avec lequel il faut compter. Et les nouvelles technologies imposent ce rythme effréné, alors qu'avant, on avait peut-être une génération ou plus, avant qu'il y ait un changement de support, un élément qui apparaît nouveau. Et vous voyez, le temps, comme il est défini en temps informatique, c'est jusqu'à la nouvelle version. Et encore, la nouvelle version, est-ce qu'elle reprend l'intégralité de la version précédente? Il y a des fonctionnalités qui sont perdues, il y a des fonctionnalités qui sont modifiées. Mais chose importante aussi, c'est pour la première fois dans l'histoire des civilisations où il y a une dissociation du support avec l'information. Ça, c'est quand même quelque chose de fondamental. Et j'entendais dans les discours précédents faire confiance à un disque dur, faire confiance à un DVD, faire confiance à un CD-ROM. C'est un monde de faillite dans le monde de l'informatique. Donc la donnée, on ne peut pas la graver de manière définitive, permanente. Les Égyptiens ont créé à travers la pierre, enfin l'inscription dans la pierre, un support durable qui témoigne toujours. L'informatique ne nous offre pas ces capacités. Et ça, c'est un élément, auto-obsolescence et la fin de l'indissociabilité du contenu du support documentaire, deux éléments majeurs dans la considération de la temporalité. Autre élément. Moi, je suis dans un monde, et on l'entend cet après-midi, fondé sur une sémantique très imprécise. Et là où vous croyez qu'on parle de synonymes, moi je vous parle d'antonymes. On est dans une fusion des contraires. Sauvegarde, stockage, archivage, ce n'est pas du tout les mêmes termes. Ça ne traduit pas la même temporalité. Record management, archive historique, ce n'est pas les mêmes modèles fonctionnels. Gestion électronique, SAE, ce n'est pas du tout les mêmes environnements. La GED ne produit pas de l'archivage. Elle vous facilite la vie,
Elle vous permet la gestion et le partage de données, mais elle ne vous assure pas la survie de la donnée. On est dans des mondes parallèles. Numérique et numérisation, ce n'est pas les mêmes fonctions. Support, dématérialisation, c'est un peu l'enjeu qui se fait sous nos yeux. La confiance au support, il faut presque l'abandonner. La dématérialisation, c'est un mouvement irréversible. On travaille dans un monde appelé à être virtuel et on est sur un campus qui dématérialise. Le rôle de Gilles Borel et le rôle des archives cantonales, c'est de remettre de la matérialité là où on ne veut plus en mettre, dans l'enseignement, là où les étudiants étudient les sources à travers des écrans, là où on fait confiance à Google, à des choses affichées pour faire croire qu'on est encore en contact avec les originaux. Et description et métadonnées, on a bien vu l'importance de la complémentarité de ces deux termes, mais ce n'est pas deux termes qui se superposent. Gérard Bagnoud a déjà cité cette définition de la gestion de données de recherche. Je la reprends là, celle d'OCDE, de l'Organisation coopérative de développement économique. Là, on est sur la donnée brute, l'importance de la donnée. L'autre élément qui me convient mieux, celle des archivistes, c'est le contexte de la donnée. Et ça, c'est un élément important. La donnée de recherche ne se suffit pas à elle-même. C'est le but peut-être de la recherche, mais ce n'est pas suffisant pour à la fois contextualiser, justifier, reproduire, pérenniser, patrimonialiser la donnée. Donc ça, c'est deux éléments différents, mais c'est deux éléments complémentaires et il faut impérativement comprendre la donnée de recherche comme un élément forcément contextualisé. Alors effectivement, il y a un élément qui apparaît dans la question de la donnée de recherche. Je pense que c'est des notions relativement claires, mais on verra que les modèles fonctionnels ne sont pas nécessairement si évidents. On demande à la donnée de recherche qu'elle soit de qualité, qu'elle soit sécurisée, qu'elle soit partagée, ça on l'a entendu. Il y a peut-être d'autres défis maintenant, et c'est là que la sémantique reprend de l'importance. On veut que ça devienne un élément de patrimoine. Est-ce qu'un dépôt d'archives, est-ce qu'une IRIS, est-ce que les archives cantonales sont des conservatoires de données, sont des exutoires de données ou sont des lieux rédhibitoires de données? C'est-à-dire qu'on pense sans penser archivage, on pense gérer dans les instituts, on pense gérer par son poste informatique, mais on ne pense pas large et sur la durée. Et vraiment, la question de l'archivage électronique, pour travailler ce sujet avec la grande administration cantonale vaudoise, c'est avant tout une question organisationnelle. Ne faites pas l'a priori permanent que c'est la solution technique qui va trouver la solution au problème de l'archivage. C'est vraiment une donnée qui repose sur une étude des processus, sur une documentation des procédures, sur des protocoles purement organisationnels, sur les éléments de contextualisation. L'outil ne viendra qu'en application du cahier des charges. D'abord un cahier des charges, ensuite la donnée. C'est là qu'apparaît, j'insiste pas, ce fameux plan Data Management Plan ou plan de gestion des données. C'est un outil revendiqué sur le plan européen. Je pense qu'il va faire partie de toutes les requêtes au Fonds national, tôt ou tard. C'est qu'il faut un protocole. Et c'est vraiment, et ça c'est un élément important, un document prospectif qui dit comment vous organisez, mais vous le dites au démarrage de la recherche et pas a posteriori, qui est descriptif, vous documentez la recherche. Évolutif, c'est clair, il va tenir compte et il va s'adapter aux exigences de la recherche. Mais c'est l'élément contractuel. Et comme toute question d'archivage électronique, ça se règle en amont et pas a posteriori. Donc la constante dans les questions de l'archivage électronique, c'est que si ce n'est pas pensé précocement au démarrage, il y aura de grandes difficultés dans la récupération de données. Donc cet outil qui vient en amont est un outil majeur pour la solidité de la donnée. Alors il y a un élément dont on n'a pas parlé, c'est le modèle fonctionnel, et je vais terminer par cet élément-là. C'est ce qu'on appelle le record management. C'est un outil fonctionnel pour obtenir 4 exigences. L'authenticité des données ou du document,
l'intégrité des données, c'est-à-dire qu'on ne peut pas violer et modifier le statut de la donnée, l'intégralité et la complétude, et puis l'exploitabilité. Et ça, c'est un modèle fonctionnel qui existe avant l'informatique, qui est un outil d'accompagnement d'une réflexion du plan de gestion de données. C'est le record management qui obéit à des normes universelles et qui est un outil actuellement imposé, mais qui est un outil avant tout organisationnel et non pas technique. Je vous ai juste montré ici, il y a un monde de normes. On a peu parlé du corpus normatif, hein. On a parlé sous l'angle juridique des exigences de la loi, mais dans le domaine de l'archivage, vous avez tout ce corpus que ne réunissent pas nécessairement le stockage et la sauvegarde. Ça, c'est des données propres à l'archivage, archivage courant, archivage historique. Et puis pour ceux que ça intéresse, je laisse un certain nombre d'éléments de référence, mais sachez que sur le plan suisse, la communauté des archivistes est organisée. On réfléchit mutuellement et de manière permanente, c'est le cas de dire, à l'organisation de l'archivage électronique à long terme. C'est ce qu'on appelle le SECO, c'est facile d'accès. Et là, vous avez toutes les questions liées au format, aux procédures, à l'étude de marché, et ça devrait être une référence permanente dans le monde académique, mais avec cet élément, il faut passer par la prescription, par des exigences pour donner une chance à un avenir à la donnée. C'était l'idée que je vous donnais au départ. Le dépôt d'archives est aussi une manière de concevoir l'avenir de la donnée. Merci. Je vais passer maintenant la parole à Martin pour la suite et fin de la saison 1 de Martin Grandjean. Voilà, on se retrouve sur la fin du processus. On a fait tout un travail de nettoyage, un travail de visualisation, et ça, c'est le résultat. Ça a un aspect un petit peu étrange finalement. Enfin, on est presque un peu déçu de voir que le résultat d'une telle analyse tient dans quelque chose d'aussi petit, d'aussi compliqué, d'aussi peu lisible. On appelle souvent ces réseaux une boule de cheveux ou un plat de spaghettis, parce que c'est des réseaux dans lesquels, a priori, on n'arrive pas à avoir une logique, on n'arrive pas à distinguer une régularité, etc. Mais on va voir que justement, en fait, ne serait-ce que en faisant comme Hubble et en zoomant dans cette galaxie, on va peut-être déjà réussir à en voir quelques caractéristiques. Donc je vous rappelle qu'on parle toujours des données du FNS, de toute la base de données, pas uniquement l'Université de Lausanne, sur les années 2006 à 2015, et que ici sont visualisés tous les individus reliés les uns aux autres s'ils ont eu une ou plusieurs relations, projets ensemble pendant ces années, projets qui ont commencé pendant ces années. Alors on fait un premier petit zoom et puis on se rend compte que finalement, en fait, à ce degré de granularité, on commence à se rendre compte de communautés qui se forment, ou en tout cas de régions qui sont plus denses que d'autres. Ici, encore une chose par rapport aux couleurs et à la taille des points. Alors là, on ne voit pas encore très bien les différences de taille, mais la couleur, elle est évidente. La couleur est simplement ce qu'on appelle le degré d'un nœud du réseau, c'est-à-dire le nombre de connexions qu'un individu entretient. Et la taille elle-même est donnée par le nombre de projets. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir des gros points bleus foncés qui seraient des personnes qui ont fait beaucoup de projets mais qui n'ont jamais été connectées avec d'autres personnes parce que c'est des projets personnels, et des petits points blancs, des personnes qui ont fait partie d'un très grand projet dans lequel il y avait 20 autres personnes dans un laboratoire, mais qui du coup n'ont participé qu'à un seul projet mais qui sont très connectées avec d'autres. On va continuer notre voyage intersidéral. Ici, on approche le cœur de ce réseau avec une région qui est très dense et puis une autre qui l'est beaucoup moins avant de repartir sur une autre région qui est très dense, et on se rend compte que petit à petit, en fait, il y a quand même une logique interne à cette structure. On l'approche encore un petit peu et là on se rend bien compte qu'il y a des points de taille différentes et qu'il n'y a pas du tout d'homogénéité dans la structuration de ce réseau. On voit qu'il y a des petits groupes qui se forment, les groupes sont même assez nets. On a des groupes, en particulier ces groupes blancs, qui montrent très clairement que certainement à un moment particulier pendant cette période, il y a eu un projet qui a regroupé beaucoup de personnes. Et à l'inverse, il y a aussi ces gros points blancs qui sont certainement des personnes qui ont initié tout un certain nombre de projets, mais qui, comme ils participent à plus que 1, 2, 3, voire même 10, 20 projets pour les plus actifs d'entre eux, eh bien, ce sont des personnes dont la place
ne sera plus adjacente à l'équipe avec laquelle ils participent, puisqu'ils participent à plein d'équipes différentes, donc du coup ils ne vont pas se retrouver proches de leurs collaborateurs, et il va vraiment falloir suivre toutes ces lignes pour réussir à démêler les relations de ces personnes-là, qui sont des personnes extrêmement actives, mais qui représentent en fait au final une très petite minorité des individus de ce réseau. Voilà, je pense pas qu'on va aller beaucoup plus proche que ça. J'aurais pu afficher à ce niveau-là, on peut commencer à imaginer afficher les noms des personnes. Là, on est vraiment dans une visualisation qui n'est pas interactive et qui ne permet pas d'aller cliquer sur chacun de ces points, mais il suffirait de 3 clics pour la mettre en ligne et puis vous permettre d'aller trouver votre position, ce que je ne ferai pas parce que je ne suis pas sûr que le FNS soit très content que je le fasse. Enfin, il faudrait au moins que je discute avec eux au préalable. Et si on revient sur cette vision-là, qui, même si elle nous fait perdre un petit peu la périphérie des personnes qui ont des projets qui ne sont connectés, enfin, qui n'étaient jamais connectés avec d'autres, et qu'on garde le centre de ce réseau, eh bien maintenant reviennent à nos questions de recherche et nos hypothèses. Finalement, qu'est-ce qui structure ce réseau? Est-ce que c'est les institutions? Est-ce que c'est les disciplines? Et on va aller un petit peu aller chercher quelles sont les disciplines qui s'expriment ici. Est-ce qu'il y a des disciplines qui sont fortement regroupées les unes avec les autres? Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont très très étendues? C'est évidemment pas un travail qu'on a le temps de faire maintenant dans les 5 minutes qui me sont imparties, mais je vais vous en montrer en tout cas les premières conclusions. Voilà les subdivisions majeures de ce réseau. Alors il ne faut pas prendre ces lignes comme des lignes impératives, hein. Il peut y avoir des personnes qui bougent beaucoup d'un endroit à un autre parce que justement sur des personnes comme Pierre-Yves Brand qui nous parlait tout à l'heure de son projet sur les enfants de Dieu et dont il a donné le numéro, donc je suis allé le rechercher, il est à peu près ici. Et à l'interface entre ce groupe de personnes qui sont actives dans les sciences humaines et sociales, en particulier dans les sciences humaines plutôt à gauche et les sciences sociales plutôt à droite, avec aussi une composante de personnes qui travaillent plutôt dans l'informatique, les méthodes mathématiques, et donc qui se retrouvent plutôt dans ce groupe Computer Science qu'on voit ici à gauche. Donc ce n'est pas des catégories qui sont définitives, c'est des catégories que j'ai juste posées ici pour donner lieu à une première discussion sur cette spatialisation. Mais évidemment que par exemple, ce gros groupe très connecté entre la région médecine et la région Computer Sciences, c'est évidemment toutes les questions de neurosciences, par exemple, qui est en l'occurrence ici la région la plus connectée du graphe. On voit que la physique est très a un petit groupe très connecté en physique. Qu'est-ce que c'est ça? C'est les hautes énergies, sauf erreur. Il y a eu beaucoup de projets dans ce domaine-là en particulier, avec d'autres groupes de physique, enfin de projets de physique qui sont eux du coup plus connectés au reste du graphe. Sciences de la Terre, chimie, biologie. La différence entre la biologie est une discipline qui bouge beaucoup d'un côté à l'autre du graphe. On trouve des biologistes aussi du côté de la physique. Enfin, des questions disciplinaires assez précises justement ici, et des disciplines dont il est difficile de trouver des régions ici, les disciplines du droit, de l'économie par exemple, qui sont des disciplines qui manifestement dans les projets de ces années-là ont beaucoup de collaboration avec des domaines assez divers, ou alors des projets très personnels du coup qui n'apparaissent pas dans le centre ici, et donc du coup c'est très difficile de découvrir où elles sont. Mais on va garder ce tableau-là et puis essayer de jouer avec d'autres artifices visuels pour essayer de, par exemple, répondre à la question d'un chanteur connu, où sont les femmes dans ce réseau, et les femmes ici sont les individus qui sont pointés en vert. Donc je vous rappelle qu'il y en a 40% des individus qui sont ici, donc des 50 000 individus, enfin 45 000 individus qui sont ici sont des femmes, qu'on trouve plutôt dans certaines régions que dans d'autres. Là aussi, pour l'instant, on est qu'à cet aspect visuel, hein. La recherche sur ce jeu de données-là ne fait que commencer aujourd'hui. Et se poser aussi, par exemple, la question de finalement les Lausannois, où est-ce qu'ils sont? Alors voilà, en rouge, les Lausannois dans ce réseau. Des Lausannois, donc du coup qu'on trouve plutôt typiquement en médecine, il y a une très forte représentation de Lausannois dans ce graphe, mais là aussi il va falloir aller beaucoup plus loin pour pouvoir tirer des conclusions qui sont beaucoup plus définitives, mais là encore on va pouvoir zoomer un petit peu dans le réseau des Lausannois, et par exemple aussi exclure tous les autres pour essayer de comprendre les relations inter-lausannois finalement, en ne gardant que ces points rouges, pour essayer de comprendre quels sont les liens qui se tissent d'une unité à l'autre dans notre institution, en rappelant encore une fois que ici c'est un tri assez sommaire, c'est tous les Lausannois, donc il y a PFL, UNIL, CHUV, toutes les institutions comprises. Voilà, je vous remercie, on est arrivé à la fin de cet épisode.